Réparation et repentance ne sont pas des actes à poser exclusivement à l'église lors des cultes. Dans les foyers, nombre de fautes sont commises au quotidien et requièrent un recours à ces deux fondamentaux qui permettent d'ailleurs de maintenir la confiance, l'équilibre et la paix. Cependant, se précipiter à se repentir ou à réparer une faute sans discernement ni intelligence peut provoquer plus de dégâts que le dommage lui-même. Comment donc se repentir devant son conjoint ou réparer une faute si cela s'impose? C'est sur ces deux questions que se focalise l'émission Mariage de ce soir en compagnie du révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonsoir. Croyez-vous en la repentance au sein d'un couple? La repentance est une valeur chrétienne, c'est en même temps une vérité, une doctrine biblique. Et un couple qui se veut chrétien est censé pratiquer la repentance. Autrement dit, elle occupe une place de choix. Justement, ça occupe une place très importante dans la vie de tout chrétien d'abord, et ensuite dans la vie du couple, puisque ce couple est un couple chrétien. Et même si le couple n'était pas chrétien, il est important de noter qu'on va l'appeler peut-être pas du nom de repentance, ça ne portera peut-être pas ce label-là, mais il y aura toujours des moments comme ça où le couple doit se dire la vérité pour que justement la confiance soit maintenue au sein du couple. Quelles sont les raisons qui devraient amener l'un des conjoints ou des conjoints à toutefois revenir sur se dire la vérité comme ça, ou à se repentir? La repentance intervient lorsqu'il y a eu faute, lorsqu'il y a eu un problème, quelque chose qui a heurté la sensibilité de l'autre, les sentiments de l'autre, et qui a donc fait mal à votre conjoint. C'est en ce moment-là qu'intervient donc une réparation. Et je dis bien que ceci concerne à la fois les couples chrétiens et non chrétiens. Dans un couple chrétien, ça va s'appeler repentance. Donc une phase au cours de laquelle on va donc regretter son péché, le confesser et naturellement le réparer. Et dans un couple non chrétien, on va juste parler du fait de s'excuser ou de demander pardon à son conjoint. Donc c'est une donnée qui est très importante parce que ça permet donc de maintenir la cohésion et la paix au sein du couple. Mais seulement, ça va intervenir lorsqu'il y a eu donc faute, lorsqu'il y a eu problème, lorsqu'il y a eu un écart, quelque chose qui a heurté la sensibilité de votre conjoint, quelque chose qui a fait mal à votre conjoint, quelque chose pour laquelle votre conjoint s'est senti blessé. Vous allez donc être obligé de revenir sur le fait pour ensuite demander pardon, présenter des excuses. Alors, ça montrera à votre conjoint que vous n'avez pas fait sciemment et que donc vous voulez toujours garder la cohésion au sein du couple. Est-ce qu'il faut entendre par là que toute faute nécessite une repentance? Naturellement, naturellement. Ce n'est pas à négliger, naturellement. Mais attention, quand on dit repentance, si on prend le terme sous le label repentance, on élève la chose très haut. Il faudrait tout simplement qu'on comprenne que lorsque il y a quelque chose qui ne va pas, on doit tout simplement s'excuser. Parce que quand on dit repentance, là ça revêt un caractère, on va dire biblique, on va dire beaucoup plus sacré et on va aussi dire beaucoup plus profond. Parce que dans la repentance, nous avons trois phases. La première phase s'appelle le regret, ça se passe à l'intérieur de votre cœur. Votre conjoint ne voit pas votre repentance parce que là, il ne voit pas votre regret, il n'y a que Dieu seul qui le voit. La deuxième phase s'appelle la confession, c'est au moment où vous êtes en train d'expliquer à votre conjoint ce que vous avez fait et qui a donc heurté sa sensibilité et vous lui demandez de vous pardonner. Ça, c'est donc la confession. La confession. Et lorsque il se trouve qu'au moment où je suis en train de confesser mon péché, il y avait aussi quelque chose, par exemple, à restituer à mon conjoint, là, en ce moment-là, intervient la troisième phase qu'on appelle donc la restitution et qu'on appelle aussi réparation. Mais cette troisième phase se confond souvent à la deuxième lorsqu'il n'y a rien à restituer de matériel et lorsqu'il n'y a que des faits sur lesquels on doit simplement parler, échanger et alors se demander pardon. Vous voyez, ça revêt un caractère assez profond et voilà pourquoi il faudra plutôt prendre la chose de façon générale en comprenant tout simplement que quand il y a faute, quand il y a un ça ne va pas, on s'excuse, c'est tout. S'il vous plaît, Pasteur François, comme vous dites, on s'excuse, combien de temps nous faut-il, entre-temps, au moment où la faute est commise, jusqu'à la réparation, ou au moment où on doit demander le pardon ou s'excuser? Là, nous abordons un problème très important. J'ai envie de dire qu'on met le doigt sur la plaie. Je vais dire ceci, lorsqu'il y a une faute qui a été commise, cela ne veut pas dire que la chose doit être réglée aussitôt. Lorsque dans une famille, vous ne vivez qu'en surveillant les fautes des uns et des autres, la vie n'existe plus.
dans cette famille-là, on marche comme sur des œufs. Et on marche alors à pas feutrés. On ne sait pas trop, est-ce que je vais lui faire mal en disant ceci, est-ce que je vais lui faire mal en disant cela. On n'est pas libre, en fait. On n'est pas libre. La vie n'existe plus, elle est sapée. Donc, pour éviter un tel climat, il faut également que dans une famille, il y ait ce qu'on appelle une place à l'erreur. Donc, une marge d'erreur. Il faut qu'il y ait une marge d'erreur. Mais quand je dis marge d'erreur, je ne veux pas dire que nous sommes en train d'encourager l'erreur. Je suis tout simplement en train de dire que nous devons prendre du temps pour pouvoir arranger les choses dans un climat parfaitement apaisé. Et non pas faire les choses en jetant davantage de l'huile sur le feu, ce qui aura simplement le mérite d'aggraver la situation, d'aggraver le problème. Donc prenez votre temps. Ce n'est pas parce que votre femme a commis une erreur à l'instant qu'il faut qu'à l'instant ça soit réglé. Elle n'est pas encore en état de comprendre que ce qu'elle vient de dire ou ce qu'elle vient de faire est mal. Donc, elle n'est pas encore dans cet état-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attend un peu, on peut passer quelques jours, même des semaines, si nécessaire, le temps justement que le climat soit parfaitement apaisé pour ensuite dialoguer, parler et arriver donc à faire ces réparations. Le but poursuivi étant simplement le rétablissement de la paix, de la concorde et de la cohésion. C'est ça le but poursuivi. Donc, si c'est cela le but poursuivi, on doit donc éviter d'arriver au contraire. Alors, revenons sur les... Oui, revenons quand vous le dites, si quelqu'un, l'un des conjoints, donc sous l'effet de la colère, arrive à un pire, n'est-ce pas? Et qu'il se croit être en raison, qui va le lui persuader, ou qui va le persuader qu'il est vraiment en tort et qu'un jour, qu'il faille réparer ce qu'il a fait? Mais naturellement, le conjoint doit être capable de parler à son conjoint pour lui faire comprendre que là, il a tort. Maintenant, est-ce que le message va véritablement passer? Ça, c'est un autre problème. Parce que la question que vous posez soulève un autre problème qui a souvent cours dans les couples, qu'on appelle le problème du dialogue. Souvent dans les couples, le dialogue s'arrête au niveau 2, alors qu'on devait aller au niveau 4 ou 5 pour avoir un véritable couple où la cohésion existe. Dans le couple, le dialogue s'arrête au niveau 2. Bonjour, bonjour, comment ça va? Tu t'es bien réveillé? Ça s'arrête là. On va dire qu'il est presque inexistant. Il est basique. Il est basique. C'est un dialogue d'école primaire, il est vraiment basique. Alors qu'on devait avoir un dialogue beaucoup plus accompli, un dialogue beaucoup plus profond pour justement échanger et partager plein de choses. Donc, on évitera donc de faire en sorte qu'on force son partenaire à voir qu'il a tort. Il faut plutôt amener le partenaire à voir qu'il a tort et non pas le forcer à accepter qu'il a tort. Parce qu'il y a l'orgueil personnel qui quelquefois agit et amène donc à ce que l'on refuse de voir son tort. Donc, voilà pourquoi il n'est pas bon de chercher à régler les choses aussitôt qu'elles se déroulent. Il faut laisser un peu du temps. Le temps que les esprits soient apaisés pour parler aisément et calmement. Parce que si vous voulez arranger les choses au moment où elles se produisent, vous courez là le risque de vous mettre à vous disputer devant les enfants, devant le covoisinage et même parfois dans la rue, ce qui vraiment devient un théâtre, un spectacle. Alors qu'un homme et une femme trouvent un terrain d'entente dans leur chambre. Personne ne sait ce qui se passe entre les deux. Même les enfants ne sont pas au courant. Donc, ils ne peuvent pas comme ça s'échanger des paroles devant les enfants. C'est ça un véritable couple. Faisons preuve d'un peu de maturité, d'un peu d'expérience pour ainsi être capable de parler dans la chambre et dans le silence. Et ne pensez jamais que pour vous faire entendre, il faut toujours hausser le ton. C'est inutile. Pour se faire entendre, il faut tout simplement transmettre aisément et clairement ce que vous avez comme pensée. Si vous ne pouvez pas le transmettre en français, eh bien, utilisez le Yaka, le Kuni ou le Kikongo. Utilisez la langue de votre choix pour que votre message soit clairement transmis. Mais ne forcez pas à parler une langue que vous ne maîtrisez pas parce que vous ne serez pas capable de traduire votre pensée dans cette langue-là. Ça aussi, c'est une donnée très importante. Pasteur, nous allons revenir sur les 3 étapes de la repentance. Mais sans vous interrompre, lorsque justement on n'est pas arrivé à trouver un terrain d'entente tous les deux, c'est en ce moment-là qu'interviennent justement les témoins de mariage et autres. Mais moi, je ne conseille pas de faire intervenir les témoins de mariage. Je conseille de faire intervenir les pasteurs. Vous avez un pasteur, faites intervenir votre pasteur. Mais si vous n'êtes pas chrétien, eh bien, en ce moment-là, allez prendre les témoins de mariage, allez prendre les oncles et les tantes. Mais ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que quand les oncles, les tantes, les pères et tout le monde sont au courant de ce qui se passe dans le foyer perd sa valeur. Votre mari, si c'est lui qui est en cause, il perd sa valeur. Pourquoi? Si c'est la femme qui est en cause, elle perd sa valeur. Donc il est important que chacun garde l'honneur et la valeur de l'autre devant la famille. C'est primordial.
Mais pourquoi pas devant les gens pasteurs? Puisque lorsqu'on célèbre un mariage, on le célèbre devant tout le monde. Vous avez des amis, vous avez des pasteurs, vous avez des oncles. Mais pourquoi l'ordre? Une vie de couple sera vraiment réussie que lorsque ce couple sera capable de traiter ses problèmes tout seul et dans le secret. Et lorsque ils n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente, ils vont voir pour confident leur pasteur. Et puis, c'est tout. Mais quand vous appelez les parents à entrer dans le couple meurt dès le premier jour où vous emmenez le parent. Et je vous dis, vous allez même constater que le premier jour où le parent intervient dans le couple, il parle. On aura l'impression que tout s'est arrangé. Mais surveillez simplement. Laissez passer le temps. Vous verrez que les mêmes problèmes reviennent et même s'installent. Parce que justement, souvent l'homme n'accepte pas comme ça qu'on le vende devant la famille ou la belle famille. La femme aussi n'acceptera pas comme ça qu'on la vende devant la belle famille ou devant sa famille, en mettant à nu, en mettant au grand jour ce qu'elle a comme manquement dans la chambre ou dans la vie de couple. Mais si vous vous rendez compte que votre partenaire est très immature et que vous n'avez pas de pasteur, n'est-ce pas important? Si vous n'avez pas de pasteur, vous allez être obligé justement d'appeler ces personnes. Si vous n'avez pas de pasteur. Mais je conseille d'avoir un pasteur. Parce qu'un pasteur, par définition, c'est quelqu'un qui a la maturité et qui travaille avec le soutien et l'aide du Saint-Esprit et qui est donc capable de garder les secrets des gens. Tout ce que vous lui expliquez, ça restera avec lui et ça ira avec lui dans la tombe. Mais entre-temps, quand vous allez dire à des personnes qui ne sont pas habilitées... Je ne voudrais pas polémiquer pasteur, mais il y a des couples qui ont été déçus par des pasteurs. Naturellement, par des faux pasteurs, vous voulez dire. Voyez-vous, donc ça existe aussi. Mais quand vous allez expliquer à des gens qui ne sont pas... Si déjà ceux qui sont habilités à faire ce travail peuvent commettre de telles erreurs, à combien plus forte raison ceux qui ne sont pas habilités à faire ce travail? Donc les parents dont vous parlez. Donc les choses vont se retrouver partout, jusqu'au village. Tout le monde est au courant que le mari d'un tel est comme ceci, comme cela, la femme d'un tel est comme ceci, comme cela. Alors c'est des étiquettes comme ça qu'on vous colle et partout. Ce n'est pas bon du tout. Il faut que l'intégrité de la femme, son honneur soit préservé et l'intégrité, l'honneur de l'homme aussi doivent être préservés du côté des deux familles. Et ça, c'est vice-versa. C'est primordial. Alors, pasteur, on va revenir sur les 3 étapes de la repentance. Nous allons donc commencer par le regret. Qu'est-ce qui amène le conjoint à regretter? Puisque quand la personne commet l'acte, on va dire qu'il est dans la joie. Mais qu'est-ce qui le pousse après à regretter l'acte commis? Un acte commis n'est pas toujours commis parce qu'on est dans la joie. On peut commettre un acte parce qu'on est en colère. On peut commettre un acte parce qu'on est en train de vouloir user de vengeance. On peut commettre un acte pour essayer de discipliner le partenaire et lui faire comprendre que si tu continues, voici ce qui va arriver. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent faire qu'un acte puisse être commis, fût-il bon ou mauvais, fût-il apprécié ou non. Mais ce n'est pas toujours dans la joie. Alors, lorsque on demande pardon, ou plutôt quand on regrette, c'est parce qu'on se rend compte que ce qu'on a fait n'était pas nécessaire. C'est plutôt donc finalement la question qu'on devrait se poser avant tout acte. Est-ce que ceci est nécessaire? Est-ce que cela est nécessaire? C'est la question qu'on devrait plutôt se poser pour éviter justement d'arriver à des repentances et à des repentances abusives. Est-ce que c'est nécessaire que j'agisse comme ça? Et autre chose, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça va porter du fruit? Est-ce que ça sera porteur de valeur pour le couple lui-même ou pour son conjoint? C'est ça qui va donc éviter qu'on arrive à des drames. Maintenant, c'est justement aussi ça qui amène, je veux dire, c'est justement aussi ça qui amène donc le regret, parce qu'on se rend compte que ce n'était pas nécessaire, ça n'avait pas sa place, ça ne sert à rien, parce que dans tous les cas, qu'est-ce que j'ai gagné en faisant ça? Je n'ai fait que faire du mal à l'autre. Enfin, il y a une prise de conscience qui intervient après avoir commis l'acte. On se rend compte qu'on pouvait utiliser d'autres moyens, qu'on pouvait employer d'autres procédés, on pouvait agir de façon beaucoup plus mature, beaucoup plus sage. Alors nous allons parler de la confession. Comment doit-elle se faire? Maintenant, la confession, d'abord, quand le regret s'est fait à l'intérieur de vous. Peut-être parce que vous avez été à l'église, un serment vous a rattrapé, alors vous a donc pointé votre faute, ou bien tout simplement vous avez lu une affiche dans la rue qui vous a rappelé que ce n'était pas sage et nécessaire de faire comme vous avez fait, vous avez écouté une causerie au passage, peu importe. Donc, il y a plusieurs moyens comme ça par lesquels on peut se rendre compte de sa faute. Maintenant qu'on s'est rendu compte de sa faute, alors on doit aller rattraper ce qu'on a fait, en demandant donc pardon à l'autre. Et demander pardon signifie confesser. Confesser ici veut dire venir devant son conjoint et lui dire ce qui a été fait et qui a été fait naturellement contre lui. Vous le lui dites. Et vous lui dites voilà ce qui est arrivé. Et vous demandez donc simplement des excuses par rapport à ça.
Et maintenant, au moment de la confession, ce qu'il faut éviter, c'est qu'il faut éviter de citer des noms des personnes qui ne sont pas concernées par la chose. Donc, n'intégrez personne qui n'est pas concerné dans l'affaire. Oh non, un tel m'avait dit, n'intégrez le nom des personnes. Vous parlez de ce que vous avez fait vis-à-vis de votre conjoint. Et ensuite, il faut aussi éviter de parler des fautes du conjoint. Bon, si j'ai fait ça, c'est parce que toi, tu avais fait. Vous êtes en train de vouloir vous justifier en même temps que vous êtes en train de demander pardon. Or, par définition, quand je viens demander pardon, je ne viens pas demander pardon parce que j'ai raison. Je viens demander pardon parce que j'ai tort. Donc, je n'ai plus besoin de dire, c'est parce que toi, tu avais fait, voilà pourquoi moi aussi j'ai fait. Donc, il y a une certaine attitude à avoir lors de la confession. Une attitude obligatoire à avoir qui consiste à faire qu'on ne soulève plus les points qui fâchent. On ne relève plus ce que l'autre avait fait et qui justement vous a amené à faire ce qui fâche. Donc il ne faut plus dire c'est parce que toi tu avais fait que moi j'ai été amené à faire. On ne souligne plus rien de tel. Donc vous vous arrêtez à ne dire que ce que vous avez fait. En d'autres termes, vous dites combien vous êtes mauvais et combien vous réalisez que vous êtes mauvais, combien vous sentez que vous êtes mauvais. En fait, je veux dire combien vous sentez votre misère par rapport à ce que vous avez fait. Revenons par rapport à ce que vous venez de dire là. S'il faut venir demander juste des excuses ou pardon, un homme qui se livre à des attouchements sexuels au travail avec autre femme ou ses partenaires dans le travail, doit-il venir l'avouer et comment s'y prendrait-il? Voir à l'église, hein, avec les sœurs de l'église ou même les frères de l'église. Vous savez, lorsque une situation de ce genre est arrivée, vous êtes dans un couple et une situation de ce genre arrive, ça s'appelle l'adultère. Cet adultère peut être potentiel lorsque... Quand bien même on n'arrive pas à l'acte, c'est un adultère. Donc cet adultère est potentiel lorsqu'on n'est pas arrivé à l'acte. Mais cet adultère est consommé lorsqu'on est arrivé à l'acte. Donc peu importe ce qui se passe, eh bien la seule chose à faire, c'est de dire ce que vous avez fait. Et puis c'est tout. Aller dans les détails. Est-ce qu'il faut le dire de façon générale ou bien il faut aller dans les détails? Il faut tout simplement noter que vous allez dire quoi dans les détails? Mais non, peut-être le jour, l'heure, les positions et tout. Je viens sans vouloir exposer, je demande pardon parce que j'ai commis, sans toutefois toucher ce que j'ai fait, dire un peu. Enfin, peut-être qu'il y a eu des mots qui se sont glissés, des phrases d'amour et tout. Faisons preuve de maturité. Regardons ceci. Lorsque vous avez commis cet acte-là, ce péché-là s'appelle adultère. Ça s'appelle aussi infidélité. Donc, quand je viens faire ma confession, je vais confesser quoi? Un adultère ou bien une infidélité. C'est ce que je viens confesser. Donc, peu importe les détails dont vous parlez, il est ici question de confesser quoi? Le péché qui a été commis. Comment vous l'avez commis? Pendant combien de temps? Vous n'allez pas être là en train de dire à votre femme ou à votre mari que nous sommes restés avec cet homme-là pendant 5 heures. À quoi ça va servir? Mais pour soulager votre partenaire. Mais soulager quoi? Puisque l'acte qui a été commis, c'est une infidélité. Et l'infidélité a été consommée. Que cette infidélité a été commise pendant 1 minute, ou pendant 2 heures, ou pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est toujours une infidélité. Vous allez dire quoi? Au contraire, si vous allez dans trop de détails, vous risquerez de causer beaucoup plus de mal et vous ferez que votre partenaire ait du mal à oublier tous ces détails. Donc ici, le fait, tout simplement, c'est de dire ce que vous avez fait. Chérie, pardonne-moi, j'ai commis une infidélité vis-à-vis de toi. Est-ce que s'il arrive que le partenaire vous demande... que vous êtes très chaud, il y a un problème. Pasteur Francis, non, ce sont des problèmes qui minent les couples et nous sommes là pour les régler, pour aider la population. Donc, s'il arrive que le partenaire vous demande d'aller jusque dans les détails, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si le partenaire vous demande d'aller dans les détails, il faudra éviter ces détails. Vous donnerez tout simplement l'essentiel. Par exemple, si M. Fulgence Bikomou va avec une autre femme, votre femme doit s'appeler, je ne sais plus quel nom. Donc, il est mieux placé pour nous donner le nom de sa femme. Va avec une autre femme qui s'appellerait peut-être... enfin, je ne prendrai pas un nom pour éviter qu'on ne pense à... Donc, en ce moment-là, il peut, au moment de sa confession, donner, naturellement, il va donner le nom de la femme à sa femme. Voilà, je suis tombé dans une infidélité et je suis tombé dans une infidélité avec un tel. Et ça peut s'arrêter là. Mais on n'est pas obligé de donner des détails. Non, c'était dans tel hôtel, nous sommes rentrés dans la chambre numéro 230 et puis nous sommes restés là, on nous a servi du jus, et après on nous a amené un sandwich. On n'a pas besoin de tout ça. Parce que si vous faites tout ça, vous allez faire plus de mal que de bien. Et d'ailleurs, je vous dis, nous avons un problème en ce qui concerne la confession de la femme au début du mariage. Parce que la loi de Dieu dit que la femme
était censée être mariée vierge. Vierge. Mais quand elle est mariée non vierge, il faut qu'elle confesse sa vie passée à son mari. Au moment où le mari est en train de la prendre. Maintenant, à ce sujet, nous avons plusieurs écoles de pensée au niveau du message, du temps de la fin. Pour ne prendre que le cas du message, parce que si j'associe les autres églises, on a beaucoup de problèmes. Certains pasteurs disent que la femme doit confesser et dire à cet homme qui est en train de la prendre au mariage en ce moment-là, tous les hommes qui sont allés avec elle, en les citant nommément. J'étais parti avec Tachi, j'étais parti avec Jeannot, j'étais parti avec Jean, j'étais parti avec un tel, un tel, un tel. Donc, ils citent tous les noms, en leur donnant nom et prénom. Maintenant, d'autres disent non, 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 la femme n'a pas besoin de faire ça, elle a tout juste besoin de confesser son état. C'est-à-dire de dire à cet homme-là, la femme que tu es en train d'épouser, que je ne suis plus vierge. Est-ce que tu veux toujours me prendre dans cet état-là? Si l'homme dit oui, eh bien, il prend. Et si l'homme dit non, alors tout s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque cette femme confesse à son mari tout ce qu'elle a fait dans son passé, tout le passé de cette femme. Donc, elle cite le nom de tous les hommes qui ont été avec elle depuis qu'elle a commencé la vie avec les hommes jusqu'à l'heure où l'homme est en train de la prendre en mariage. Il va arriver que pendant la vie du couple, les noms que cette femme a donnés à son mari reviennent toujours à l'esprit de cet homme. Et il va même arriver que pendant leur moment d'intimité, que les choses meurent brusquement parce qu'un nom serait revenu à l'instant, à l'esprit et tue tout. Et alors, cet homme sera condamné à vivre avec ce traumatisme tout au long de sa vie. Ça ne s'oublie pas. C'est pourquoi nous devons être assez sages lorsque nous abordons ces différentes questions. Et nous avons dans la Bible l'histoire d'une femme qui était une femme prostituée, qui faisait justement de la prostitution publique en ce temps-là, et qui était quelqu'un qui vendait son corps. Donc un client arrive, paye, et jouit avec la femme, et puis il s'en va. Au moment où une femme comme ça se marie, comment elle va être capable de confesser sa vie passée entière? Et se rappeler tous les clients qui étaient passés sur elle. Ce n'est pas possible du tout. Alors, si ce n'est pas possible, donc notre façon de faire, qui consiste à faire que on demande aux femmes de confesser leur vie passée en citant les noms des hommes, nommément et un à un et totalement au début de l'union, eh bien, tombe en désuétude. Ne marche pas. On est arrivé dans la vie du ministère du prophète de Dieu, William Aaron Branham, qu'il rencontre une prostituée qui faisait de la prostitution publique. Qui dit États-Unis et Europe, c'est ce qu'on appelle prostitution publique. Il y a des maisons de prostitution où les femmes sont là, les hommes arrivent, payent, et puis vont dans une chambre et se servent. Et il y a aussi la prostitution publique qui se fait dans les rues, les femmes qui font le trottoir. Donc vous voyez par exemple le cas d'une femme qui fait le trottoir. Elle est là, elle fait le trottoir, un client arrive un soir, il paye, il monte dans la voiture du client, ils s'en vont, il revient, et terminé, elle revient encore à cet endroit-là. Comment voulez-vous qu'elle se rappelle tous les clients qui sont passés au cours d'une année, ou au cours de 2 ans, ou au cours de toute une carrière de prostitution? Ce n'est pas possible. Alors, cette femme-là, quand elle va se marier, comment elle fera? William Branham dit d'ailleurs à cette femme-là que tu peux devenir l'épouse d'un ministre. Il dit même d'un jeune ministre. Il utilise le mot jeune ministre. Et après, un peu plus bas, il ajoute en disant, quand ce ministre rentre fatigué du travail, fatigué, après le travail, il rentre fatigué, alors tu peux vraiment être un véritable joyau pour ce ministre-là. Mais attendez, comment une femme de cette nature-là peut être l'épouse d'un ministre? Et si cette femme-là, à qui Frère Branham parlait, allait se marier avec un ministre, à qui revenait le tort? À William Branham, qui l'aurait encouragé à faire ça. Donc je voulais dire qu'en parlant de tous ces exemples-là, que les détails peuvent être bons, mais les détails peuvent tuer. Donc contentez-vous à dire ce que vous avez fait. C'est-à-dire, j'ai commis une infidélité. Pasteur, je voudrais revenir, Fulgence, je t'en prie. On va prendre le cas d'une église, parce que ce sont des choses qui sont récurrentes dans les églises. Vous êtes un monsieur, vous tombez avec une sœur de l'église. À ce moment-là, lors de la confession, est-ce qu'il faut dire les choses le plus simplement possible, que je suis tombé avec une femme, ou bien il faut donner le nom de la sœur, aller dans les détails? Regardez, vous êtes en train de vous faire des problèmes pour rien. Quel que soit le cas, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Parce que ce n'est qu'un exemple. L'église est dans la société. Et donc, dans la société dans laquelle nous vivons, que ce soit dans l'église, à l'école, au travail ou n'importe où, vous commettez une infidélité parce que vous êtes marié,
ça devient une infidélité, donc un adultère, parce que vous êtes marié. Si vous n'étiez pas marié, ça ne serait pas un adultère, ce serait un acte de fornication. C'est comme ça qu'on l'appellerait. Donc vous commettez une infidélité à l'égard de votre vœu de mariage. La chose à faire, c'est de dire à votre conjoint que j'ai commis une infidélité. Et ensuite de lui dire avec qui vous l'avez commis. Et puis c'est tout. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les détails pour dire non, nous l'avons fait 1000 fois, 30 fois, on partait à tel ou tel endroit. Non. Si lui vous demande des détails, vous pouvez les donner. Mais je vous conseille de ne pas verser dans les détails parce que ça ne fera que vous déchirer, vous faire très mal et ça va rester, ça ne s'enlèvera pas. Revenons, Francis. Nous sommes réunis ici pour nous entretenir autour du thème repentance et réparation. Or, il y a des cas qui sont très difficiles à réparer. Un monsieur qui viole donc la petite sœur de sa femme. Viole. Comment se prendrait-il d'abord? Il y a deux fautes. Une faute parce qu'il a commis adultère et une autre faute parce qu'il a violé cette fille-là. Comment s'y prendrait-il? Avec quelle douceur va-t-il s'approcher de sa femme? Non, regardez. Parfois, nous dramatisons lorsque nous pensons que ceci et cela est vraiment grave, pendant que ce n'est pas toujours exactement comme nous le prenons. Les deux fautes sont certes constatées, mais vous notez qu'à l'égard de la femme qui est son épouse, il n'a commis qu'une seule faute, c'est son infidélité. Mais le viol, c'est une faute que lui il a commis à l'égard de cette pauvre fille mineure ou je ne sais pas quoi. Donc il a violé son intégrité, il a violé son intimité. Et la loi peut poursuivre cet homme. Voyez-vous? Donc lui, la faute commise vis-à-vis de sa femme, c'est l'infidélité. C'est l'adultère. Donc ce qu'il aura à réparer à sa femme, auprès de sa femme, c'est son adultère, c'est tout. Oui, mais avec quel et maintenant le viol qu'il a commis là, le viol qu'il a commis, il doit réparer ça avec la fille sur laquelle il a donc eu justement à faire, à user de violence. Il doit lui demander pardon pour avoir usé de violence sur elle. Maintenant, quelle image aura-t-il? Quel visage aura-t-il? Mais le même que tout homme qui commet une infidélité. Revenons, Francis. Vous prenez l'intégrité d'une fille, donc vous passez avant son mariage même, et soit-elle mineure. Si elle vous demandait réparation, si la fille demandait réparation, elle va être matérialisée par quoi? Bon, déjà, le pardon simple? Ou peut-être qu'elle peut même aller demander, moyennant financement, comme on va... Déjà, lorsque vous traitez l'affaire de façon amicale, de façon amiable, donc en famille, on va juste demander pardon. Maintenant, si vous allez dans d'autres institutions, on peut peut-être imposer une amende à payer, on peut aussi avoir des peines d'emprisonnement, des choses de genre, peu importe. Mais peu importe comment vous allez régler la chose, la moindre des choses, en toutes choses, ici, consiste à reconnaître qu'on a fait mal à l'autre et à lui demander pardon pour lui avoir fait mal. Ce faisant, demander pardon, s'il te plaît, demander pardon à celle à qui on a abusé. Est-ce qu'il faut réunir sa grande sœur, qui est donc votre femme, ou bien prendre une tierce personne? Comment ça se fait? Là, ça va dépendre donc du niveau qu'a atteint le problème. Si le problème a touché la famille entière, vous voyez bien que la famille va être obligée de se réunir pour tabler sur ce problème. Mais si le problème ne s'arrête qu'au niveau du cercle familial, du petit couple, là, la famille... le noyau de la famille de la maison. Le petit noyau de la famille, là. En ce moment-là, nous n'avons même plus besoin d'aller loin pour ameuter tout le monde. On va régler ça ensemble, on se demande pardon et ça s'arrête là. C'est tout. Pasteur, nous allons prendre un autre aspect dans la confession, c'est celui qui s'arrête au niveau de la pensée. C'est-à-dire que vous convoitez une femme, vous convoitez un homme, mais vous n'allez pas sexuellement, vous n'arrivez même pas à des attouchements. Et ça s'arrête qu'au niveau de la pensée. Est-ce à ce moment-là aussi, il faut confesser? En général, un acte sexuel plutôt, disons-le, un acte de ce genre, ça s'appelle un adultère potentiel. Donc quand l'adultère est potentiel, en général, je dis bien en général, je vais expliquer pourquoi, on ne le confesse qu'à Dieu seul. Donc, je regarde une jeune fille qui passe, je l'ai convoitée. Je n'ai pas besoin d'aller voir cette fille pour lui demander pardon, ni d'aller voir ma femme pour lui demander pardon. Je vais demander pardon à Dieu. Mais pourquoi j'utilisais le mot en général? Parce que lorsque j'en viens aux attouchements sur la même fille, donc j'arrive jusqu'à la toucher, à l'embrasser ou quelque chose comme ça, en ce moment-là, c'est toujours un adultère potentiel, mais seulement il y a quand même eu un attouchement. Et dans ce cas-là, il faut que je le dise à ma femme. Mais s'il n'y a pas eu d'attouchement, mais vous sentez que vous êtes embarrassé, vous êtes envoûté, vous avez vraiment envie d'y aller, mais ça s'arrête qu'à la pensée. Enfin, vous vous battez avec cette pensée-là. On le confesse à Dieu seul. Maintenant, par contre, si vous vivez dans un couple,
vous pouvez demander l'assistance de votre épouse en lui disant « Ah chérie, moi j'ai un problème qui est en train de me déranger ». C'est une assistance que vous demandez, mais ce n'est pas une confession que vous faites. Et en vous faisant demandez quoi? son assistance pour que justement, elle vous aide en prière. En lui disant la vérité, que je suis tombée amoureux ou amoureuse de quelqu'un Vous pouvez d'autre, le lui dire, aidez-moi en naturellement. prière, et facilement vous pensez que ça va aller, ça va se gober comme ça. Mais si vous pensez que ça ne va pas aller, n'allez pas demander une telle chose, vous allez soulever des problèmes. Alors, réglez le problème seul avec Dieu en commentant en prière. Pasteur Francis, nous aurions bien voulu continuer, mais hélas, c'est aussi ça la télévision. Le temps, c'est le temps. Pasteur Francis, merci. C'est moi. C'est la fin de notre entretien qui a porté sur repentance et réparation. Merci de l'avoir suivi. À bientôt sur Canal 7. Au revoir.